Bien. Voici donc notre conférencier d'aujourd'hui. Je dirais une personne et trois natures. C'est donc académicien de l'Académie française, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'un des professeurs du Collège de France, émérite maintenant, mais qui a sans doute le plus marqué ces dernières années par son enseignement. C'est donc Michel Zinc. Trois natures, mais une essence qui est vraiment les études médiévales et le grand spécialiste de la littérature des troubadours, qui est peut-être la première littérature vraiment européenne. Il faudra peut-être que nous parlions de cela un jour. Mais aujourd'hui, il n'est bon bec que de Paris, donc après Rome, Pékin, Kyoto, Saint-Pétersbourg, nous revenons à Paris pour en entendre parler par Michel Zinc, qui parlera du Paris du XIXe siècle essentiellement, mais avec évidemment le Paris dans toute son histoire. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bon. Merci, cher Jean-Noël. Et évidemment, j'arrive ici le dernier et le moins savant, et celui qui ne vous fera pas voyager. Au lieu des cités imaginaires, je parlerai de la poésie de la ville, qui est aussi un imaginaire, même si la ville est familière. Mais précisément, s'agissant de ville familière, la relation entre la ville et la poésie ne va pas de soi. Elle va de soi si elle nous fait voyager, où nous en avons l'impression. Mais la ville en elle-même, ou la ville que nous parcourons chaque jour, eh bien, nous ne trouvons pas forcément la même poésie qu'à Samarcande. Et la relation entre la ville et la poésie va moins de soi, en tout cas, que celle entre la poésie et la nature, bien sûr. Voir dans la nature le lieu où s'épanouissent les sens, l'associer pour cette raison aux représentations de l'amour, voilà ce à quoi la poésie s'est de tout temps employée. Dès l'Antiquité, l'idylle, l'Orestis, etc. Et Jean-Noël Robert y faisait allusion, les plus anciens poèmes d'amour composés au Moyen-Âge dans les langues modernes de l'Europe s'ouvrent presque toujours sur une évocation de la nature printanière ou paradoxalement hivernale, mise en relation avec les sentiments du poète. C'est même dans les premières générations une règle toujours respectée, que cette strophe printanière, c'est le printemps, montée de la sève, les nids des oiseaux, et moi je suis aussi amoureux, ou bien je suis le seul à être exclu de tout cela, ou c'est l'hiver, il fait froid, les bêtes se terrent, et moi j'ai chaud au cœur car je suis amoureux. Et cette première poésie peint aussi volontiers des scènes de séduction dans un cadre agreste. L'antique conviction d'une harmonie entre la nature de l'homme et la nature des choses conduit cette poésie, comme bien d'autres formes de la poésie dans d'autres civilisations à travers le monde, conduit cette poésie à chercher des correspondances affectives et un miroir des sentiments humains dans ce que le XVIIIe siècle appellera la belle nature, c'est-à-dire le monde sensible comme source d'émotions esthétiques, par opposition à la notion philosophique et abstraite de nature, et par opposition aussi aux créations humaines. La belle nature, la nature printanière avec la montée de la sève, l'éclosion des fleurs, la douceur de l'air, est une invitation à chanter l'amour à l'imitation du chant amoureux des oiseaux. C'est ce que fait cette première poésie des troubadours, bien que le sens de belle nature n'existe pas associé au mot nature au Moyen-Âge. Le grand Hugues de Saint-Victor, au début du XIIe siècle, qui est un grand théologien, un grand philosophe, définit 11 sens du mot, distingue 11 sens du mot nature. Mais il n'y a pas le sens de nature au sens de « j'aime la nature » pour dire « j'aime la campagne, les oiseaux et les petites fleurs ». C'est une création du XVIIIe siècle. Mais
que ce sens soit attaché au nom ou mon nature, la réalité poétique existe. À l'inverse, seule une poésie paradoxale semble pouvoir s'attacher à la ville, cette ville que tout oppose à l'harmonie de la nature. Ce n'est que tout récemment, à l'aube du XXIe siècle, qu'est apparue l'idée de végétaliser les constructions et les bâtiments qui définissent l'espace urbain, de faire une paroi végétale qui d'ailleurs n'a pas tenu le coup à l'hôpital Necker-Enfants-Malades, ou l'idée rejetée de faire un jardin sur le toit de Notre-Dame après son incendie. Si le XXIe siècle a conçu cette innovation, c'est que précisément les menaces qui pèsent sur la nature ont fait paraître la ville encore plus agressive, violente, mortifère qu'elle l'avait toujours semblé. Oui, la ville est perçue comme agressive, violente, mortifère et mortellement conquérante. Elle mutile la nature, elle l'étouffe comme elle le ferait un poulpe gigantesque dans les tentacules de son expansion. Et vous savez que dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est le titre du recueil du poète belge d'expression française Émile Verhaeren, « Les villes tentaculaires ». Et ce recueil s'ouvre sur un long poème intitulé « La plaine » qui montre la campagne agricole, lieu d'une vie traditionnelle et douce, en un mot d'une vie humaine, remplacée par la laideur brutale, bruyante, déshumanisante des usines et des faubourgs. L'or de fumée et ses haillons de suie ont traversé le vent et l'ont sali. Un soleil pauvre et avili s'est comme usé en de la pluie, avec cette alternance de rimes masculine et féminine, mais avec la même consonance vocalique, ce qui donne une sorte de monotonie pesante. Mortifère, la ville l'est aussi parce qu'elle est le lieu de l'artifice. Elle est le résultat d'une construction artificielle, non d'une reproduction naturelle et biologique. Son matériau est le minéral qui exclut l'éclosion spontanée de la vie. Le rêve parisien de Baudelaire, donc le poème des Fleurs du Mal qui porte ce titre, ce rêve parisien est précisément le rêve d'une ville morte et parfaite, d'où le végétal est banni. J'avais banni de ces spectacles le végétal irrégulier, et peintre fier de mon génie, je savourais dans mon tableau l'enivrante monotonie du métal, du marbre et de l'eau. La ville de Baudelaire est faite de labyrinthes pierreux, c'est dans le Spleen de Paris, dans le crépuscule du soir, où l'on ne peut que se perdre et où l'on se perd davantage encore quand leur perception est déformée par l'effet de l'opium, la ville de l'ivrogne et du drogué. J'entrais dans des labyrinthes de ruelles, dans des énigmes de cul-de-sac, dans des problèmes de rue sans issue, faits pour bafouer le courage des portefaix et confondre l'intelligence des cochers fiacres dans un mangeur d'opium. Charles Baudelaire est à la fois l'auteur d'une révolution poétique qui en fait le père de la poésie moderne et le grand poète français de la ville. Les deux vont ensemble. Depuis la révolution industrielle et scientifique, depuis le XIXe siècle, se réclamer d'une poésie de la ville, c'est se réclamer de la modernité. Cette modernité, Baudelaire ne l'exalte pas, il l'a en horreur, mais il n'en détourne pas les yeux, elle le fascine. Il est anti-moderne au sens où l'entend Antoine Compagnon, qui pourtant ne lui consacre pas de chapitre particulier dans son livre, mais il est un poète moderne en ce sens qu'une modernité horrible nourrit sa poésie. Son vacarme emplit la ville, vacarme de la vulgarité, de la stupidité, de la cupidité, de la vénalité, de la bestialité, de l'obscénité. Que la ville soit agitée et trépidante, que l'on y soit sans cesse importuné, que le bruit vous y empêche de dormir, les poètes satiriques latins le disaient déjà.
Et au XVIIe siècle, Boileau se souvenait de Juvénal et d'Horace en écrivant sa Satircis sur les embarras de Paris, un Paris à vrai dire bien rural encore, où les chats et les coqs faisaient autant de bruit que les artisans et où l'arrivée d'un troupeau de bœufs rendait inextricable l'embouteillage des carrosses. Mais il s'agit désormais de toute autre chose. Le bruit et l'agitation de la ville ne sont plus un simple désagrément ou un inconfort, ils sont comme la voix du destin et l'instrument d'une malédiction qui frappe les hommes. L'aspiration à l'amour se perd dans le vacarme. Même les êtres qui auraient été faits l'un pour l'autre se croisent rapidement, sans pouvoir se parler ni s'entendre, sans se rencontrer, sans même se voir. Le célèbre sonnet de Baudelaire à une passante commence par « La rue assourdissante autour de moi hurlait » et s'achève, comme vous le savez, tout le monde le sait par cœur, par « Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais ». Et dans notre jeunesse à la gare des Michards, on comparait avec à une passante de Nerval qui se passe au Luxembourg et où la jeune fille elle vivait presque comme un oiseau. Elle a une fleur. Tout cela ramène à la nature. C'est un poème ancien. Est-ce vraiment là tout ce que la ville inspire aux poètes, tout ce qu'offrent à Baudelaire les tableaux parisiens, le vertige désolé devant la rapidité avec laquelle la ville change? Là aussi, ce que je cite en ce moment dans mon début, je suis désolé, mais tout le monde le sait par cœur, on pourrait tous le réciter en chœur. Le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville, change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, comme c'est vrai. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, blocs, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Chers souvenirs, mais la lourdeur du minéral. Le dégoût face à la misère, contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux pour les aveugles. Parfois le mépris, un vieillard dont les guenilles jaunes imitaient la couleur de ce ciel pluvieux et dont l'aspect aurait fait pleuvoir les aumônes sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux. Et au mieux, la compassion devant les petites vieilles, ces monstres disloqués qui furent jadis des femmes. Ces monstres disloqués, ils rampent, flagellés par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus et serrant sur leurs flancs ainsi que des reliques un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Là que les fleurs se sont réfugiées. Mais le fracas roulant des omnibus ne résonnera pas toujours aussi lugubrement. La modernité poétique inaugurée par Baudelaire, dont témoigne dans ses vers la mise en évidence à la rime de ce mot omnibus, qui n'est pas poétique au sens traditionnel, en ce qu'il désigne une réalité quotidienne de la vie contemporaine, la modernité poétique ne condamnera bientôt plus la modernité, mais au contraire, elle exaltera cette modernité urbaine dans ce qu'elle a de trépidant, de bruyant, d'invasif. Et encore une fois, ce que nous savons tous par cœur, la fin de la chanson du Malmé, soir de Paris, ivre d'une gin flambant de l'électricité, les tramways feu vert sur l'échine, musique tout au long des portées de rails, leur folie de machines, les cafés gonflés de fumée, crient tout l'amour de leurs tziganes, de tous leurs siphons enrhumés, de leurs garçons vêtus d'un pagne. Vers toi, toi que j'ai tant aimé. Donc nous sommes dans les premières années du XXe siècle. La modernité de la ville déborde désormais de sensualité, celle de l'alcool, celle de la musique, celle de l'amour, celle d'un univers agité, cosmopolite. L'électricité, les tramways sont une nouveauté. L'emploi de ces mots dans un poème sonne à lui seul comme un modernisme autrement provoquant que celui des omnibus. Les soirs de Paris, illuminés par la technique nouvelle qu'est l'électricité, enivrent comme une de ces boissons étrangères et modernes que l'on fait
flambé. Le gin ne se buvait pas traditionnellement en France. C'était une importation des modes anglaises et américaines. Le fracas roulant, aurait dit Baudelaire, des tramways, un mot anglais, dont la perche électrique lance des étincelles, devient une musique. Le rail, est encore un mot anglais, le rail parallèle est semblable à la portée où s'inscrit cette partition. Et les cafés eux-mêmes, ces cafés si français, sont remplis d'une musique étrangère, celle des violons de tziganes, tandis que les garçons de café évoquent soudainement cet art africain qu'on ne peut plus appeler, qu'on faisait à l'époque l'art nègre, qu'on découvrait en particulier grâce à Apollinaire et à ses amis, Picasso en tête. Voilà que ces garçons de café, typiquement parisiens, avec leurs longs tabliers blancs sur leur habit noir, deviennent des noirs vêtus d'un pagne blanc. Et voilà que les siphons d'eau de seltz que nous commençons à oublier, ces grosses bouteilles bleues qu'on voyait sur toutes les tables de tous les cafés de Paris et qui crachaient leur liquide sous la pression bruyamment par saccades, évoquent cette musique rythmée, nasillarde, venue d'Amérique et qui est elle aussi une musique noire. Mais ce tourbillon à la fois si cosmopolite et si parisien de lumière et de bruit, de musique, d'ivresse, de foule, s'apaise soudain au dernier vers, lent, plaintif, élégiaque. Toute cette agitation n'est-elle que pour crier ce cri d'amour du poète vers toi, toi que j'ai tant aimé. La sensualité bruyamment extravertie de la ville se métamorphose, s'apaise en sensualité intime. Il n'en reste pas moins, chez Apollinaire, qui ne se réduit pas à la chanson un peu facile, de la chanson du mal-aimé, il n'en reste pas loin chez lui une sensualité effrayante, à la fois contre nature et démesurée, liée à la ville. J'aimais les femmes atroces dans les quartiers énormes, dans zones. D'ailleurs, ça pourrait être aussi des femmes énormes dans les quartiers atroces. La poésie de la ville sonne presque toujours comme un paradoxe, comme un défi. Souvenir de ce paradoxe initial. Pourquoi un défi ? Parce que la ville ferait 3 fois violence à la poésie et d'une façon générale à la représentation littéraire. Par les foules qui la peuplent, alors que la poésie est supposée mûrir dans la solitude. Par sa verticalité, alors que l'expérience poétique du monde est spontanément celle de son espace en extension. Et par sa modernité, alors que la poésie se nourrit du déjà éprouvé et que toute projection dans le futur ne peut être qu'abstraite. La foule opposée à la solitude du poète, c'est une constante, vous savez, chez Baudelaire, par exemple, Crépuscule du soir, Recueillement. Mais la chute de la chanson du mal-aimé suggère cette même opposition, qui est explicite également dans Zone, où Apollinaire offre même une variante du fracas roulant des omnibus avec les troupeaux d'autobus mugissants qui répondent au bêlement du troupeau des ponts au deuxième vers du poème. Maintenant, tu marches dans Paris, tout seul parmi la foule. Des troupeaux d'autobus mugissants près de toi roulent. L'angoisse de l'amour te serre le gosier, comme si tu ne devais jamais plus être aimé. Et la verticalité est présente au début des 2 mêmes poèmes. Au début de la chanson du mal-aimé, où la rue étroite entre les hautes maisons est comparée au chemin fragile menacé par l'écroulement des eaux ou des bâtiments du passage de la mer Rouge dans l'Exode. Nous semblions entre les maisons, ondes ouvertes de la mer Rouge, lui les Hébreux, moi Pharaon. Mais plus encore, au début de Zone, à la fin tu es là de ce monde ancien, ça commence quand même par un alexandrin, si on fait la diérèse.
Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de port-aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique, ô christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Donc, la tour Eiffel, image de la modernité urbaine, à l'époque la plus haute construction du monde, ne laisse cependant pas assez pour se dégager du monde ancien qui s'étend horizontalement à ses pieds. Monde ancien de l'alexandrin, encore une fois le premier vers du poème, avant que les longs vers suivants ne brisent ce rythme usé, trop facile. Les ponts de la Seine sont rassemblés autour d'elle comme un troupeau, comme si elle était une bergère de l'ancien temps, à la campagne, comme si elle était la bergère Sainte-Geneviève, patronne de Paris. Comme elle avait gardé les moutons à Nanterre, etc. Certes, les Pontbelles, le troupeau des Pontbelles, parce que montent jusqu'à la tour Eiffel les klaxons des automobiles, dont on imagine la nouveauté dans ce poème de 1912. Et effectivement, si on se souvient du klaxon de ces premiers automobiles, ça ressemblait à un bêlement. Bon. Mais même les automobiles ont l'air d'être anciennes. Seule est moderne la verticalité qui s'élève vers le ciel, la verticalité de la tour Eiffel, mais aussi celle du christianisme, présentée paradoxalement comme le comble de la modernité, tandis que le pape Pie X, particulièrement conservateur, est dit l'Européen le plus moderne. Et ce christianisme, comparé au hangar de port-aviation, à une construction industrielle au service de la révolution technologique qu'est le transport aérien, le mot même d'avion est tout neuf. Et plus loin, vous savez, on lit « C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche, c'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs, il détient le record du monde pour la hauteur. » Est-ce que c'est dérision, blasphème, cette comparaison entre l'ascension du Christ, mélangeant l'ascension d'ailleurs et la résurrection, et les exploits des aviateurs qui s'élevaient aussi dans le ciel, mais moins haut naturellement. Non, ce n'est pas dérision, ce n'est pas blasphème malgré cette formulation comique. Le poète mêle bel et bien à sa déambulation dans la ville une forme de quête de Dieu à la fois désinvolte et réellement anxieuse, comme le faisait un peu auparavant l'admirable poème de Sandrard, Les Pâques à New York, dont Apollinaire, on l'a dit et répété, a pu s'inspirer. Dans Les Pâques à New York, donc c'est la nuit de Pâques, et dans la nuit de la résurrection, le poète parcourt tous les quartiers de New York et il demande à Dieu de se pencher sur les pauvres êtres qu'il y croise, abandonnés à leur misère et à leur vice. Et à chaque fois, il dit « Mais mon Dieu, occupe-toi d'eux quand même. » Et il finit par devoir s'avouer au matin « Je ne crois plus en vous, je ne crois plus en vous. » Et malgré cette chute, il y a dans les deux poèmes, celui de Sandrard, celui d'Apollinaire, une énergie qui n'est pas désespérée, mais qui se nourrit du grouillement misérable de la vitalité urbaine. Verticalité de la ville du XXe siècle et de la quête de Dieu, extension de la ville tentaculaire qui, neuve et propre, dit Apollinaire, n'est pas toujours effrayante, mais invente une nouvelle poésie industrielle à laquelle répond la poésie du vers libre. L'extension du vers au-delà de l'alexandrin est comme l'extension de la ville. C'est un cheminement vers la prose qui évite le prosaïsme, moins parce qu'il conserve avec affectation des rimes lourdes et imparfaites que parce qu'il s'affiche comme son pastiche. De même que l'extension industrielle de la ville
évite la tristesse grâce à la distance du regard que le promeneur pose sur elle. Le vers trop long, qui se termine par une sorte de rime, c'est un pastiche d'alexandrin alourdi, mais où on cherche quelque chose, où l'oreille cherche cette harmonie qu'elle ne trouve pas, un peu comme dans la ville. Mais dans le passage que je cite maintenant, on note des alexandrins qui sont de temps en temps préservés, comme ça lui de Zone, comme pour marquer le contraste. C'est toujours d'ailleurs dans Zone. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre, du soleil elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes, du lundi matin au samedi soir, 4 fois par jour, y passent. Le matin, par 3 fois, la sirène y gémit. Une cloche rageuse y aboie vers midi, donc là 2 alexandrins, et un 3e, mais désossé, les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis, à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle située à Paris, entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes. Trouver à la ville une beauté, non pas dans ces monuments anciens, ces beaux quartiers, mais dans la jeunesse laborieuse d'une rue industrielle, d'un quartier alors périphérique, ce qu'annonce le titre même de Zone, déchiré par les sirènes qui marquent les heures de travail, orné de panneaux publicitaires criards par leurs couleurs, criards comme des perroquets. Trouver un attrait sensuel à cette jolie rue inondée de soleil, aux belles sténodactylographes qui y passent. Sténodactylographe, un mot incasable en poésie, trop long pour un poème de facture régulière et qui désigne un métier né des inventions nouvelles, enfin, nouvelle la sténographie jusqu'à un certain point, puisque Cicéron la connaissait. Mais transformer la sténo en dactylo, voilà, c'est la double compétence que Thiron n'avait pas. Cette tendance poétique qui ne fait que suivre le mouvement lancé par les peintres au moment de l'impressionnisme pratiquement contemporain, ou qui n'est pas très vieux, se poursuit dans d'autres courants de la poésie, se poursuit dans le futurisme, connaît une variante sans lendemain avec l'unanimisme de Jules Romain, et cet effort pour exprimer par la poésie non des sentiments individuels, mais une sorte d'âme collective qu'on trouve dans la foule de la ville. Et pour ne rien dire plus tard, naturellement, du surréalisme de Nadja, etc. Mais cette tendance est aussi, dans certains de ses aspects, très ancienne. Depuis très longtemps, l'attrait que la ville exerce sur la poésie, attrait paradoxal, attrait de ce qui ne devrait pas être attrayant, attrait mêlé de répulsion, c'est l'attrait de la ville pauvre et de la pauvreté de la ville. La ville est le lieu de la pauvreté. La poésie personnelle, en tout cas, je ne parle pas de la poésie ou de commande, ou la poésie consacrée à l'éloge d'un monument ou à une forme d'ekphrasis. Mais la poésie personnelle s'est rarement extasiée devant la beauté et le luxe des villes. Peut-être pour la poésie ancienne, dans les descriptions de riches agglomérations, plus souvent le bourg au pied d'un château, parfois le château lui-même que la ville offre aux yeux du héros dans les romans médiévaux, surtout au début, dans les romans en vers. Peut-être, ou même sûrement, dans une fantaisie romantique et médiévale, comme le pas d'armes du roi Jean, qu'on apprenait de mon temps, ou qu'on lisait au moins à l'école primaire, et dont une strophe évoque le skyline de Paris au XIVe siècle, cette ville aux longs cris qui profile son front gris, des toits frêles, sans tourelles, clochers grêles.
c'est Paris. Non. Mais, et qui correspond d'ailleurs à des miniatures, par exemple dans les chroniques de Froissart, où on voit ce skyline. Mais ce skyline, que devient-il dans la ville de Verhaeren? La ville, c'est l'un des poèmes des villes tentaculaires. Tous les chemins vont vers la ville. C'est ce que fait le chevalier du pas d'armes du roi Jean. Ça conseille l'écuyer, mon fidèle destrier, mon cœur ploie sous la joie quand je broie les étriers. Donc tout le monde va au pas d'armes du roi Jean. Tous les chemins vont vers la ville, mais ce n'est pas la même. Du fond des brumes, là-bas, avec tous ces étages et ces grands escaliers, leur voyage jusque dans le ciel, vers de plus hauts étages, comme d'un rêve, elle s'exhume. Là-bas, ce sont des ponts tressés en fer, jetés par bonds à travers l'air. Ce sont des blocs et des colonnes que dominent des faces de gorgones. Ce sont des tours sur des faubourgs. Ce sont des toits et des pignons. In extremis, on retrouve ce nom ancien de pignon. Ces rythmes dissonants qui blessent l'oreille, ce paysage sans attrait ni harmonie, ce paysage comme déconstruit à force de construction. Ce n'est pas seulement l'inverse de cette sorte de médiévalisme chantant que chez Hugo. Il est à l'inverse de la nostalgie d'Aragon. Aragon qui, lui, se languit du beau Paris monumental et civilisé, mais au moment de la pire pauvreté, un dénuement bien pire que la pauvreté matérielle, il se languit de ce Paris dont la guerre et l'occupation le tiennent éloigné. Et il est heureux de trouver de vieilles photos qui lui montrent les arbres de Paris, ses boulevards séqués, le luxe flambant neuf de la rue de Rivoli sous le Second Empire. Mais dans ces vieilles photos, un peu à la Hadjet, un Paris vide, comme l'est le Paris occupé des Allemands. Pas tout à fait Hadjet, parce qu'il y a au moins un homme, dit cet homme qui s'en va, n'est-ce pas Baudelaire, ce luxe flambant neuf, la rue de Rivoli. Mais non, c'est le Paris désert de l'occupation. Et ça commence, comme on jette à l'enfant pour qu'il reste tranquille, un objet sans valeur traînant sur le parquet. Peut-être devinant quel alcool me manquait, le destin m'a montré des morceaux de ma ville, les arbres de Paris, ses boulevards, ses quais. Je ne suis pas tout à fait sûr de l'avant-dernier vers parce que ma bibliothèque est mal rangée et Aragon est à la campagne, donc je suis obligé de le citer de mémoire. Et plus loin, plus le temps passera, moins il sera facile de parler de Paris et de moi séparés. Un jour viendra, comme une larme entre les cils, comme un pont Alexandre III, blême et doré. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à la fois de déchirant et d'extraordinairement juste dans cette description, cette évocation du pont Alexandre III. Et je ne peux pas passer, je fais souvent devant le pont Alexandre III sans dire un pont Alexandre III, blême et doré. Et ailleurs encore, il écrit dans la même veine, dans les mêmes circonstances, c'est toujours l'occupation. Reverrons-nous jamais le paradis lointain, les halles, l'opéra, la Concorde et le Louvre? Ces nuits, t'en souviens-t-il, quand la nuit nous recouvre, la nuit qui vient du cœur et n'a pas de matin. Mais il faut, pour que le poète célèbre cette beauté glorieuse des monuments de Paris, qu'il soit pour lui perdu, qu'il ne soit plus glorieux, qu'il soit perdu justement à l'heure de la défaite, qu'il soit perdu dans la nuit qui vient du cœur et n'a pas de matin, la nuit de la défaite de 1940 et de l'occupation. Il faut qu'il se sente lui-même misérable et exclu. La vérité, encore une fois, est que ce que la poésie a d'abord vu dans la ville, c'est la ville pauvre et la misère urbaine. Voilà ce qu'on trouve depuis toujours, en remontant beaucoup plus haut dans la poésie française que je n'ai fait jusqu'ici, où évidemment, comme j'étais hors de mon époque, je ne citais que des banalités, je suis désolé, enfin, moi, je ne suis pas savant comme mes confrères. Mais dès le Moyen-Âge, mais là encore, je ne citais que des banalités.
Les poètes, souvent dans l'amertume, dans la provocation, voient la ville comme le lieu de la misère, du vice, de la solitude au sein de la promiscuité, de l'exclusion. Au XIIIe siècle, Rudebeuf, on ne sait rien de lui. Il a eu du succès, il a une œuvre considérable, copiée dans plusieurs manuscrits. C'est un sobriquet, Rudebeuf. Et on comprend par ses poèmes, et puis on voit bien, il sait le latin, qu'il a été étudiant, moi, à la faculté des arts, à Paris. Je suppose qu'il venait de Troyes, en Champagne, mais enfin, on ne sait rien du tout, et on sait tout de lui. Et il se peint accablé, parce qu'il parle de lui sans arrêt, et il se peint accablé par la pauvreté et les tracas de la vie quotidienne, incapable de s'arracher à la taverne, au jeu, il perd tout au jeu. Et il est pauvre, il vit au milieu de la richesse qui s'étale à Paris, et il n'a rien. Dans un de ses derniers poèmes, c'est un poète de l'époque de Saint-Louis, mais là, c'est déjà sous le règne du fils de Saint-Louis, Philippe III le Hardi. On sait, il s'adresse au roi, on sait tout des autres, mais de lui, oui. Sire, je vous fais à savoir. Et il s'adresse au roi pour mendier, en somme. Sire, je vous fais à savoir, je n'ai de quoi du pain avoir. À Paris suis entre tout bien, et n'y a nul qui soit bien. Sire, je vous en informe, je n'ai pas de quoi acheter du pain. Je suis à Paris au milieu de toutes les richesses, et il n'y a rien de tout cela qui soit à moi. Oui, voilà. Si je dors, c'est sur le paillis, et lit de paille n'est pas lit, et sur mon lit n'a fort la paille. Cette poésie du misérable dans la ville, on la suit de Rudebeuf à Villon, à Théophile de Viau, et jusqu'aux poètes et aux chansonniers de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Rudebeuf n'est pas tout à fait le premier poème français de la ville, ni même de l'exclusion dans le cadre de la ville. Il est précédé d'un demi-siècle, mais pas à Paris, par Jean Bodel, un immense poète à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, qui se découvre lépreux. Alors lui, on le connaît bien, Jean Bodel, en 1202, et qui prend congé de sa ville d'Arras. Mais Arras, à l'époque, a à peu près autant d'habitants que Paris, tous les deux autour de 20 000 habitants. Et il prend congé de sa ville d'Arras et de ses habitants dans un admirable poème, Les Congés. Il fait le tour de la ville en prenant congé de chacun de ses amis avant d'aller se retirer dans une léproserie où il mourra, aux portes d'Arras, où il mourra en effet quelques années plus tard. Et il y a cette misère particulière du lépreux et de l'exclu au milieu de la foule de la ville qui le rejette, qu'il découvre, qu'il ne comprenait pas, mais maintenant qu'il découvre, et où il essaye, c'est d'autant plus douloureux qu'il venait de prendre la croix pour ce qu'elle était la 4e croisade détournée sur Constantinople. Or, partir pour la croisade donnait une indulgence plénière, vous envoyez en paradis en principe. Et là, il a l'impression que non seulement Dieu le punit par cette maladie horrible, mais qu'il lui interdit ces indulgences qu'il aurait pu avoir. Mais Dieu, qui tout rien surmonte, en pénitence le me compte, qu'il me le compte en pénitence, car trop aurait en 2 enfers, dit-il. Bon. Enfin bref, mais je reviens à Rudebeuf. Ce que Rudebeuf ne veut pas être... Ce que Rudebeuf invente, c'est que pour exprimer par la poésie ce qu'est la pauvreté, il faut que la poésie elle-même donne l'impression d'être pauvre, maladroite, indigente. Et c'est là qu'est l'art de Rudebeuf, faire semblant d'écrire une poésie négligée, écrite à l'avant comme je te pousse. Rudebeuf qui joue de son nom, de son sobriquet plutôt, et qui se dit rude comme un bœuf. Je m'appelle Rudebeuf, qui est fait de rude et de bœuf. Et il ne peut composer, dit-il, qu'une poésie rude, c'est-à-dire grossière.
Rutebeuf qui rudement œuvre, car rude est, et la somme n'est-il, etc. Rutebeuf qui énumère en geignant ses malheurs. Oh, ben voilà, il s'est marié, et puis sa femme, elle aide, elle est vieille, elle est pauvre. C'était vraiment une bêtise. Et puis un peu après, dans le poème suivant, voilà, il a été malade, il est dans la misère, ça fait avec sa femme. Je vous ai dit dans mon poème précédent que j'épousais ça. Et bien maintenant, j'ai été malade, j'ai perdu un œil, le droit, c'était celui dont je voyais le mieux. Et puis mon cheval s'est cassé la jambe. Et puis en plus, j'ai eu un enfant. Alors il va falloir le mettre en nourrice. Je n'ai pas de quoi payer les nourrices. Il reviendra brailler à la maison. Ah, bon comte de Poitiers, donne-moi de l'argent, etc. Et dans cette misère où il est entassé, il n'y a pas de place pour l'enfant, etc. Mais il est un temps incapable de résister à la tentation, encore une fois, d'aider et de la boisson. Tout aux tavernes et aux filles sera le refrain d'une ballade de Villon 2 siècles plus tard. Donc ce Rudebeuf qui ne résiste pas au jeu ni au vin, ce Rudebeuf qui s'est laissé marier à cette femme qu'il n'aime pas, Rudebeuf qui est un faible, ou qui s'affiche comme tel, encore une fois nous ne savons rien de lui. Eh bien ce Rudebeuf qui est un faible, ne peut composer qu'une poésie faible. Et comment donner à cette poésie, qui est excellente, l'apparence de l'indigence? Par des enfilades de jeux de mots qui font une sorte de virtuosité facile, par des enfilades de tercets, qui est la forme d'un grand nombre de ces poèmes, 2 octosyllabes à rime plate, puis un vers de 4 pieds qui rime avec les 2 octosyllabes suivants, etc. Et donc, il égrène ses plaintes d'un air lassé, mais sans jamais pouvoir s'arrêter, parce qu'au bout du vers de 4 pieds, le vers de 4 pieds reste en l'air et ne rime avec rien. Alors il faut continuer, mais alors il faut s'arrêter au milieu d'un tercet, c'est absolument sans fin. Et alors ça s'enchaîne comme une brève de comptoir interminable, comme un monologue d'ivrogne, la clope accoudée aux zinc, si j'ose dire. Et donc, une succession de formules brèves, mais qui donne un poème interminable, parce qu'il repart chaque fois sans pouvoir conclure. Pauvre sens et pauvre mémoire m'a Dieu donné, le roi de gloire et pauvre rente, et froid au cul quand bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, et bien trop souvent plusieurs refouets sans le vent, etc. Bon, voilà. Ce sont des procédés de chansonniers. Et d'ailleurs, les chansonniers de Montmartre, comme Bruant, reprendront, donc à la charnière du 19e et du 20e siècle, le tercet dégingandé de Rudebeuf. Ils reprendront cette vieille forme du XIIIe siècle. Il y a entre eux une forme de continuité, non pas dans l'ordre de l'histoire littéraire, mais parce que l'évocation de la ville et de sa misère appelle une poésie de ce type. Par exemple, les soliloques du pauvre de Jehan Rictus. Je ne sais plus comment s'appelait en réalité Jehan Rictus, mais Jehan Rictus est un sobriquet, il se donne un sobriquet médiéval. Jehan Rictus, ça fait Aloysius Bertrand, si vous voulez. Et donc il adopte ce pseudonyme ouvertement médiéval. Et au fond, les vrais poètes de la ville, ce sont les chansonniers de Bruant à Léo Ferré, à Brassens, qui est plutôt un poète de la nature, mais enfin, sur un coin pourri du pauvre Paré, sur une place, il est un bistrot tenu par un gros dégueulasse, avec cette rime au milieu du mot que l'on trouve chez Villon et chez les rhétoriqueurs, où Ferré, pas par hasard, qui reprend qui fait un montage
à partir de poèmes de Rudebeuf. Voilà. Il y a que sont mes amis devenus, que j'avais si cher tenu, étant aimé, etc. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte. C'est dans Porta. Voilà. Ou bien les poètes qui pratiquent l'art de l'absolue simplicité, comme Prévert. Voilà. Une poésie de l'énumération des lieux et de la sensualité des bas-fonds. Rudebeuf le fait autrement, il fait le tour de Paris, mais pour se moquer des ordres mendiants. Dans la grande querelle de l'Université de Paris dans les années 1260, il est la querelle entre les professeurs de théologie appartenant au clergé séculier et qui sont furieux qu'on ait donné une chaire de théologie aux franciscains et 2 chaires de théologie aux dominicains, les frères, qui, eux, ne font pas payer pour leurs cours. Alors, c'est de la concurrence déloyale. Rudebeuf est le pamphlétaire stipendié, certainement, du parti des séculiers, qui perdra. Et alors, il écrit au moins 2 poèmes, Les Ordres de Paris, la chanson des ordres, qui était probablement chantée, mais non pas la musique, où il fait le tour de Paris, où il y avait tellement de couvents des frères ou des sœurs des ordres mendiants, ou des béguines placés sous le patronage des ordres mendiants. Et donc, il fait le tour de Paris en se moquant de ces ordres protégés par le roi Saint-Louis, qui l'attaque d'ailleurs violemment. Il dit il est plus bête qu'un âne dans de la forêt de Senart, les ânes qui portaient le bois, qui chauffaient Paris. Ce qui n'empêchera pas plus tard de faire des poèmes. Il a besoin de manger, n'est-ce pas, pour soutenir la politique royale. Donc, enfin, je m'égare, je termine bientôt. Désignation ou énumération des quartiers, des rues, des places de Paris, eh bien, c'est ce qui structure les chansons de Bruant. Très souvent, chez Bruant. Tantôt, c'est un seul quartier, dont le nom constitue le refrain de la chanson. À Grenelle, enfin bon, je ne les cite pas, je pourrais vous les chanter, mais enfin bon, vous les connaissez sans doute. À Montmartre, à la Bastoche ou à la Bastille. La Bastille, c'est Dinipocher, la Bastoche, c'est la Filoche. La maison l'appelait la Filoche à la Bastoche. Sa maman qui n'avait pas de mari, il appelait son petit Henri, mais on l'appelait la Filoche à la Bastoche. Tantôt, les rues et les places sont les étapes du lamentable destin de la pauvre fille à Pentruche. À Pentruche vient à la fin, après l'énumération des quartiers où elle a traîné sa misère et sa dépravation. Et vin Dieu, mince de Chopin, il faut vraiment être guenuche pour venir chercher son pain à Pentruche. C'est ça la conclusion. Là. Les places de Paris, naturellement, la plus célèbre et la plus belle, qui est vraiment déchirante. Énumération, pas seulement chez Bruant, énumération des adresses qui se bousculent dans la mémoire du chauffeur de taxi de Prévert, quand il a la fièvre, quand il est noir, quand il est couché le noir, et des milliers d'adresses arrivant à toute vitesse, bagarre dans sa mémoire. Il a la tête comme un bottin, comme un plan du métropolitain. Sensualité triste de la pauvre fille vouée à être séduite et abandonnée, ou pire encore, de la prostituée, de sa déchéance. Ce qu'on voit dans les places de Paris, derrière laquelle ce destin de la pauvre fille, derrière laquelle il y a sans doute les tableaux parisiens de Baudelaire et à une mendiante rousse, dans la chanson En haut de la rue de Saint-Vincent de Pierre Macorlan, ou de la petite orpheline victime du jeune souteneur qui était si caressant, de l'autre chanson de la rue Saint-Vincent, la plus belle, celle de Bruant, qui est vraiment un pur chef-d'œuvre. On pourrait la chanter encore à la fin, où je devrais demander à monsieur le chansonnier, qui est chancelier, pas le chansonnier, le chancelier, qui a une voix admirable. Et, non, c'est vrai. Et qui chante volontiers. Donc, vous savez, donc la rue Saint-Vincent, c'est une petite rue en pente tout en haut de la butte Montmartre, tout près du Sacré-Cœur, et c'est dans ce quartier, à l'époque pauvre, presque rural encore, bohème et malfamé, que se trouvaient les cabarets, où l'on chantait ces chansons. C'était donc tout près, et là, elle rentrait son petit fichu sur les épaules, elle rentrait par la rue des Saules, rue Saint-Vincent.
serait trop facile et presque démagogique, après ce parcours un peu décousu que j'ai beaucoup cité et peu pensé, je le reconnais. Il serait trop facile de terminer sur la chanson. Ce serait aussi faire apparaître, en élargissant mon sujet, qu'il était trop restreint. La poésie de la ville, ce n'est pas seulement la poésie au sens propre, mais c'est tous les arts du XXe siècle, le cinéma, le roman policier, Maigret, la bande, et tant d'autres, la bande dessinée. Nous n'en finirions pas et tout serait à recommencer, comme disait Prévert. Mais rassurez-vous, je vais finir. Je vais finir en citant une nouvelle fois Aragon, grand poète de la ville, parce qu'il a su écouter les chanteurs populaires et qu'il y a chez lui un sens du rythme facile et sentimental, de l'accordéon, de la rengaine, qui est la poésie même de Paris. Parce qu'il faut bien avouer que dans un pays centralisé comme la France, la poésie de la ville, bon, il y a bien Arras, mais c'est d'abord celle de Paris, bien que Clément Marot ait célébré Lyon plus doux que sans pucelle, qu'aucun poète n'ait aussi bien parlé d'une ville que François Mauriac en prose de Bordeaux, et que dans les premières années du XIIIe siècle, l'auteur de la chanson de la croisade albigeoise ait célébré Toulouse, qui m'est chère, qui de totat citats est la flore, c'est la rose, qui de toutes les cités est la fleur et la rose. Bref, faute de savoir conclure, je reviens à Aragon, qui sait ce qu'est une chanson, et qui évoque une chanson dans les 2 strophes que je cite pour finir. Et il évoque une chanson en jouant lui aussi avec la poésie des lieux parisiens, mais ces lieux, à la modernité déjà désuète et chargée de nostalgie, à l'époque où il écrit, donc c'est encore un poème de l'occupation, la nostalgie des stations de métro. C'est dans un poème dont j'ai déjà cité une strophe, le paysan de Paris chante, qui est une allusion bien sûr à l'ouvrage en prose, Le paysan de Paris d'Aragon, et le passage réunit en lui l'enracinement affectif et le caractère populaire socialement et populaire esthétiquement, qui donne à la poésie de Paris sa sentimentalité et sa sensualité mélancolique. Je vous cite 2 strophes. Une chanson qui dit un mal inguérissable, plus triste qu'à minuit la place d'Italie, pareil au point du jour par la mélancolie, plus de rêves aux doigts que le marchand de sable, annonçant le plaisir comme un marchand d'oubli, oubli IES, les gaufres. Une chanson vulgaire et douce, où la voix baisse, comme un amour d'un soir, doutant du lendemain. Une chanson qui prend les femmes par la main, une chanson qu'on dit sous le métro Barbès et qui change à l'étoile et descente à jasmin. Je vous remercie. Merci, cher Michel. Que dire après tout cela? Votre dernier livre, que vous aurez peut-être la chance de vous faire dédicacer puisqu'il sera disponible à l'instant, s'intitule « Parler aux simples gens ». Nous étions des simples gens, nous sommes subjugués par votre sermon. C'est une profonde réflexion sur les sermons médiévaux en langue vulgaire, en français, à l'opposé du latin. Nous avons ici l'un des résultats de cet art ancien. Et en vous écoutant, très bêtement, donc en simple gens, je pensais à Shanghai. Parce que le Paris que vous décrivez ressemble à ce Shanghai moderne qui est un lieu de dépravation, de modernisme, qui a été le haut lieu littéraire, policier, etc. Il y avait une chanteuse qui s'appelait Zhou Xuan, qui a personnifié cette chanson, cette époque. Et en 1948, elle chante brusquement. Alors,
Shanghai la nuit. Et elle dit, voilà, Shanghai, c'était la capitale du plaisir, de la nuit. Et mais maintenant, il y a la révolution et nous allons vers un autre futur. Ça a mal fini pour elle, mais il y avait un avenir pour Shanghai à l'époque. Est-ce qu'il y a un avenir pour nous maintenant? Oui, alors, vous voyez, n'est-ce pas, comme simples gens, on fait... Jean-Noël Robert n'est peut-être pas un modèle, mais moi, qui suis simple, je ne peux sais que dire des choses simples. Lui, il est tout de suite à Shanghai. Ah non, si j'ose, n'est-ce pas? Votre anecdote sur cette chanteuse, eh bien, j'ai vécu. Je suis allé à Shanghai à 20 ans dans l'été 1965. Bon. Et grâce, le Premier ministre Pompidou avait envoyé 30 normaliens à Shanghai. Bon. Enfin, à Shanghai, en Chine. Et à Shanghai, tous les guides étaient vêtus dans pantalon bleu marine et chemise blanche, il faisait très chaud été. À Shanghai, monte dans notre bus une jeune personne vêtue d'une robe de soie verte brodée d'or, fendue jusqu'en haut des cuisses, enfin, très surprenante. Et alors, elle reste au milieu du bus et elle dit « Je suis une ancienne prostituée. Mais grâce au parti et au président Mao, j'ai retrouvé une saine conscience politique. » Et après, on nous a montré un ancien gigantesque bordel qui était transformé en une sorte de foire du trône. On pouvait tirer à la carabine, faire des choses comme ça. Ben, voilà, donc Jean-Noël Robert sait tout, connaît toutes les langues et il ne ment jamais. Voilà, je peux témoigner. Bon, enfin bon. Vous en êtes jamais... je crois qu'il va y avoir des questions qui ne vont pas manquer. Madame, je crois, vous avez allumé votre lampe? Non? Il y a quelqu'un qui a allumé. Vous avez un micro? Oui, un micro allumé. Oui. Ah, pardon. C'est peut-être une erreur. Mais c'est peut-être par erreur. S'il y a des questions, des interventions, des remarques. C'est sans obligation ni sanction. Quelque chose que vous avez dit aussi pendant que les gens réfléchissent, qui est tout à fait étonnant. Alors, nous retournons au troubadour, mais c'est l'obligation de commencer par l'évocation des saisons. Oui. Bien sûr, c'est exactement la même chose dans la poésie japonaise traditionnelle. Oui. Les grandes anthologies impériales commencent toujours par l'évocation des 4 saisons, manifestement. La nature, alors... Oui, mais c'est plus subtil, je pense, au Japon, parce qu'au bout d'un moment, ils sont aperçus qu'au fond, c'était pas très flatteur pour la dame aimée de l'aider, de dire qu'on l'aime au printemps, et puis pas le reste du temps. Voilà. Et il y a un poème de Narisra, Thibaut IV de Champagne, comte de Champagne, roi de Navarre, qui dit oui, moi je ne suis pas comme ces vilains qui ne chantent qu'au temps de Pâques, et que moi je chante en toute saison parce que j'aime madame en toute saison. Donc ils sont moins subtils, mais les troubadours, enfin je ne vais pas dénigrer la poésie des troubadours. Ces strophes printanières sont souvent très subtiles. Enfin, vous me pardonnerez, j'en donne 2 exemples, mais vous me pardonnerez, c'est plus la ville. Hein, ça, bon. Et d'abord, ça, ce qui n'est pas traduit parce que le poète invente des mots. Au temps des jours bruns, des longs soirs, quand la douce brise à la fois l'air, enfin le fond de l'air et la brise s'aigrit. Je veux que pousse en branches, en fleurs, mon savoir d'un art nouveau qui en moi devient fleur et fruit. Et alors, c'est l'art du poème qu'il peut pratiquer même l'hiver, et l'art de l'amour, et il invente le verbe brancher et mûrir pour un fruit, mais fruiter. Il y a 2 verbes qui n'existent pas pour dire cette fécondité de l'amour, même au moment de la stérilité. Et le dernier exemple, heureusement que
que personne me lit ou m'écoute parce que j'ai bien exploité. Mais enfin, la chanson la plus célèbre des troubadours est la chanson de l'Alouette de Bernard de Ventadour. Donc, quand veille la laude zet am over de Joyce at salas contra rai, que so blede streiche chaser per la douceur calcoli vai. Ai kad granen vei am en veg de quico via Jausion, meravillas ai cardesse, le corps del désirer d'enfant. Quand je peux le chanter, quand je vois l'Alouette agiter de joie ses ailes contre le rayon, c'est-à-dire à contre-jour, dans le soleil, puis s'oublier et se laisser tomber à cause de la joie qui lui vient au cœur. Hélas, quelle grande envie me prend de quiconque je vois jouissant. C'est merveille qu'à l'instant, mon cœur ne fonde ou n'éclat se brise de désir. Et vous voyez là, c'est un début printanier, si on veut, ou estival plutôt, si on veut, mais il n'y a qu'une image, et qui n'est même pas une image, c'est un point à contre-jour. On ne voit pratiquement rien. Ce point se laisse tomber. Et le geste de l'Alouette est un geste suicidaire. Et d'ailleurs, il y a des histoires d'Alouettes qui ne se rattrapent pas à temps en arrivant au sol. Mais le poète ne pense pas à la mort, mais à la petite mort. Cette Alouette qui se laisse tomber le rend jaloux, envieux de tous ceux qu'il voit jouissant, de quiconque je vois jouissant, dit-il simplement. Et donc, cette strophe printanière réduite au minimum, presque abstraite, dit quelque chose qui est fondamental, qui revient sans cesse chez les troubadours. C'est une forme de cette jalousie de la jouissance de l'autre, cette sorte de jalousie sexuelle qui par moments semble être leur... enfin, je ne veux pas les réduire à ça, mais enfin, ce qui les préoccupe le plus. Et, alors, je ne sais pas si les Japonais font ça, mais peut-être... S'il vous plaît. La jalousie est connue aussi au Japon. Ah, bon, mais il y a beaucoup de points communs dans ces... C'est pour ça que les Japonais sont si bons médiévistes dans nos langues.